braves gens. Bonsoir ou rebonsoir et bienvenue dans Horrifiques Histoires. Let's go. Et ce soir, dans Horrifiques Histoires, je vais vous lire Sourd, muet et aveugle, une nouvelle de Clifford Martin Eddy Jr. en collaboration avec le bon vieux H.P. Lovecraft. Le tout traduit en français par Jacques Parsons. Ou Parson, puisque c'est sûrement en français. Je ne sais pas comment on le prononce. Jacques, si tu passes là dans le coin, n'hésite pas à me dire. Bref, braves gens. Bonne écoute. Le 28 juin 1924, à midi légèrement passé, le docteur Morehouse arrêta sa voiture devant la maison Tanner et 4 hommes en descendirent. L'immeuble de pierre, parfaitement entretenu et repeint, se trouvait près de la route, et s'il n'y avait pas eu ce marécage derrière, il n'aurait fait penser à rien de fâcheux. La porte, d'un blanc impeccable, se voyait à quelque distance de la route dont elle était séparée par une pelouse bien peignée. Au moment où le docteur et ses compagnons approchaient, on pouvait constater que le lourd portail était grand ouvert. Seule la contre-porte était fermée. La proximité de la maison avait imposé aux 4 hommes une sorte de silence nerveux, car on ne pouvait se défendre d'une certaine terreur en imaginant ce qui pouvait guetter à l'intérieur. Cette terreur s'apaisa nettement lorsque les arrivants eurent entendu distinctement le bruit de la machine à écrire de Richard Blake. Moins d'1 heure auparavant, un homme adulte s'était enfui de la maison, sans chapeau, sans manteau, en hurlant. Il était tombé sur le seuil de son plus proche voisin, à environ 800 mètres, en balbutiant des mots incohérents. Maison, sombre, marais, chambre. Le docteur Morehouse n'avait pas eu besoin d'être poussé à intervenir quand il eut appris qu'un homme affolé, la bave aux lèvres, s'était rué hors de la vieille demeure Tanner, sur le bord du marais. Il savait que quelque chose arriverait lorsque les 2 hommes avaient pris possession de cette maison de pierre maudite. L'homme qui s'était enfui et son maître, Richard Blake, le poète de Boston, le génie qui était parti pour la guerre avec tous ses sens, tous ses nerfs alertes, et qui en était revenu dans l'état où il se trouvait actuellement. Toujours de bonne humeur, bien qu'à moitié paralysé, allant toujours en chantant parmi les spectacles et les sons nés de l'imagination vivante, bien que coupé à jamais
du monde physique, parce que sourd, muet et aveugle. Blake se complaisait aux traditions étranges et aux allusions faisant frissonner concernant la maison et ses précédents occupants. Ce genre de tradition effrayante était un actif imaginaire que son état physique ne le privait pas de goûter. Il avait souri devant les pronostics des indigènes superstitieux. À présent, avec son unique compagnon parti dans un paroxysme dément de terreur panique, tandis que lui-même restait sans défense devant la chose, quelle qu'elle fût, qui avait causé cette peur, Blake pouvait avoir moins d'occasion de se complaire et de sourire. Telles étaient du moins les réflexions du docteur Morehouse en face du problème de celui qui s'était enfui. Il avait rendu visite à l'habitant de la chaumière, interloqué pour l'aider à débrouiller l'affaire. Les Morehouse étaient une vieille famille de Fenham, et le grand-père du docteur était l'un de ceux qui avaient brûlé le corps de l'ermite Siméon Tanner en 1819. Même après tant de temps, le médecin, pourtant endurci, ne pouvait éviter un chatouillement de l'épine dorsale devant tout ce qui avait un rapport quelconque avec cette incinération, devant les conclusions naïves des campagnards ignorants sur une difformité légère et sans signification du défunt. Il savait que ce chatouillement était stupide, car de légères protubérances osseuses sur le devant du crâne ne veulent rien dire et s'observent souvent chez les hommes chauves. Parmi les 4 hommes qui se trouvaient dans la voiture du docteur et qui, finalement, tournèrent vers cette maison effrayante des visages résolus, il y eut un singulier échange de vagues légendes et de lambeaux de commérages à moitié furtifs qu'il tenait de grand-mères curieuses, légendes et insinuations rarement répétées et presque jamais confrontées systématiquement. Ils remontèrent jusqu'en 1692, lorsqu'un tanneur périt à Salem sur Gallows Hill à la suite d'un procès de sorcellerie. Mais ils ne commencèrent à voir les choses de plus près qu'à partir de l'époque où la maison fut construite, en 1747, bien que l'aile ait été ajoutée plus récemment. Même à cette époque, les racontards n'étaient pas nombreux, car si étranges qu'étaient tous les tanneurs, c'est seulement le dernier, le vieux Siméon, qui fut désespérément redouté. Il fit des adjonctions à ce qu'il avait hérité, des adjonctions horribles, chuchotait-on. Fit murer les fenêtres de la chambre située au sud-est, dont le mur situé à l'est donnait sur les marais. C'était son bureau et sa bibliothèque. Il y avait une porte à double épaisseur et renforcée. Elle avait été brisée à coups de hache pendant cette nuit terrible de l'hiver 1819, lorsque la fumée empestée avait été refoulée de la cheminée et lorsqu'on avait trouvé là le corps de Tanner avec cette expression sur le visage
C'est en raison de cette expression, et non pas à cause des 2 protubérances osseuses sous les cheveux blancs touffus, qu'on avait brûlé le corps, les livres et les manuscrits qu'il avait dans la pièce. Cependant, la courte distance qui les séparait de la maison Tanner fut couverte avant que de nombreux faits historiques aient pu être évoqués. Le docteur, chef du détachement, ouvrit la contre-porte et entra dans l'entrée voûtée. Et l'on remarqua en même temps que le bruit de la machine à écrire se taisait subitement. Deux des hommes crurent au même instant sentir un vague courant d'air froid, surprenant avec cette grande chaleur. Mais par la suite, ils refusèrent d'en jurer. Le hall était parfaitement en ordre, comme du reste les différentes pièces qu'ils explorèrent en cherchant le bureau où ils pensaient trouver Blake. L'écrivain avait meublé sa maison en style colonial d'un goût exquis. Et bien que n'ayant qu'un seul domestique, il avait réussi à la maintenir dans un parfait état de propreté. The atomic bomb. 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 7. 7. 6. 6. 5. Le docteur Morehouse guida ses hommes de pièce en pièce, à travers les portes grandes ouvertes, en passant sous les passages voûtés, et trouva finalement la bibliothèque ou bureau qu'il cherchait. Une belle pièce du rez-de-chaussée, exposée au midi, contiguë au bureau autrefois redouté de Siméon Tanner, au mur garni de livres que le domestique lui communiquait grâce à un ingénieux alphabet de touches, et les volumineux volumes imprimés en braille que l'auteur lui-même lisait grâce à la sensibilité du bout de ses doigts. Richard Blake était naturellement là, assis comme d'habitude devant sa machine, une pile de feuilles fraîchement tapées éparpillées sur la table et le sol, mais l'une d'elles se trouvant encore sur la machine. Il avait cessé de travailler, semblait-il, avec quelque soudaineté. Peut-être à cause d'un frisson qui lui avait fait remonter le col de sa robe de chambre. Et sa tête était tournée vers la porte de la pièce adjacente, d'une manière singulière de la part d'un homme complètement coupé du monde extérieur, parce qu'il ne voit ni n'entend. Après s'être approché en se plaçant de manière à apercevoir le visage de l'écrivain, le docteur Morehouse devint très pâle et fit signe aux autres de rester en arrière. Il lui fallut du temps
pour se calmer et écarter toute possibilité d'illusion atroce. Il n'avait plus besoin de spéculer sur les raisons qui avaient fait brûler le vieux Siméon Tanner par cette nuit d'hiver, à cause de l'expression qui s'y était peinte. Car il y avait ici une chose que seul un esprit bien discipliné pouvait affronter. Le défunt Richard Blake, dont la machine n'avait eu son nonchalant cliquetis qu'au moment où ces hommes entraient dans la maison, avait, malgré sa cécité, vu quelque chose et en avait été affecté. Il n'y avait rien d'humain dans son regard, ni dans la vision morbide qui avait impressionné ses grands yeux bleus, injectés de sang, fermés depuis 6 ans à toute image venue du monde extérieur. Avec l'expression d'horreur qu'aurait eue un voyant, ses yeux étaient fixés sur la porte du vieux bureau de Siméon Tanner, où le soleil baignait des murs autrefois recouverts d'un linceul de ténèbres maintenu par des briques obstruant les fenêtres. Et le docteur Morehouse eut le vertige en voyant que, malgré l'éblouissante lumière du jour, les pupilles d'encre de ses yeux étaient dilatées, autant que des yeux de chat dans l'obscurité. Le docteur ferma les yeux aveugles qui le fixaient, avant de permettre aux autres de voir le visage du cadavre. Entre-temps, il examinait la forme privée de vie avec une diligence fébrile, mettant en œuvre la technique la plus scrupuleuse, malgré la vibration de ses nerfs et ses mains qui tremblaient presque. De temps en temps, il communiquait une partie de ses résultats, de peur qu'ils ne le conduisent à des spéculations plus inquiétantes qu'il ne convient. Ce n'est pas à la suite d'une parole qu'il aurait prononcée, mais du fait qu'une observation perspicace fut faite spontanément par un autre. Cet homme murmura quelque chose sur les cheveux noirs ébouriffés du cadavre et l'éparpillement des papiers. Il ajouta que tout s'était passé comme si un violent coup de vent était venu par la porte ouverte à laquelle le mort faisait face. Alors que, bien que les fenêtres, autrefois murées, avaient été grandes ouvertes pour laisser entrer l'air tiède du mois de juin, il y avait eu à peine un léger souffle de vent de toute la journée. Quand l'un des hommes commença à ramasser les feuilles du manuscrit nouvellement écrit telles qu'elles se trouvaient posées sur la table et le sol, le docteur Morehouse l'arrêta d'un geste inquiet. Il avait vu la feuille rester sur la machine. Il s'était hâté de l'en retirer et de la mettre dans sa poche après avoir pâli de nouveau pour en avoir lu 1 ou 2 phrases. Cet incident l'engagea à ramasser lui-même les feuilles et à les fourrer telles quelles dans une poche intérieure, sans s'arrêter à les arranger. Et même ce qu'il avait lu le terrifia à moitié moins que ce qu'il venait à présent de remarquer. La différence subtile dans le toucher et la force de frappe qui distinguait les feuilles qu'il avait ramassées de celles qu'il avait trouvées sur la machine.
Cette impression nébuleuse qu'il ne pouvait pas se séparer de cette autre circonstance horrible qu'il appliquait si bien à cacher aux hommes qui avaient entendu le cliquetis de la machine moins de 10 minutes auparavant. La circonstance qu'il essayait même d'écarter de son propre esprit jusqu'au moment où il pourrait être seul à se reposer dans les profondeurs accueillantes de son fauteuil Maurice. On peut juger de la frayeur qu'il ressentit en considérant ce qu'il brava pour se retenir de le dire. En plus de 30 années d'exercice de sa profession, il n'avait jamais considéré un médecin légiste comme quelqu'un à qui on pouvait cacher un fait. Cependant, pendant toutes les formalités qui suivirent, personne n'a jamais su que lorsqu'il examinait le cadavre de cet homme au regard figé, contorsionné, aveugle, il avait vu, sur le champ, que la mort était survenue au moins une demi-heure avant la découverte du corps. Le docteur Moraus ferma ensuite la porte extérieure et conduisit le petit détachement dans les moindres recoins de l'ancien bâtiment à la recherche de tout indice susceptible d'éclaircir directement la tragédie. Jamais résultat ne fut plus complètement négatif. Il savait que la trappe du vieux Siméon Tanner avait été démontée dès que les livres et le corps du reclus eurent été brûlés et que la deuxième cave et le tunnel sinueux creusé sous le marécage avaient été comblés dès qu'ils avaient été découverts, quelques 35 ans plus tard. À présent, il ne voyait rien d'anormal qui soit venu récemment remplacer ces choses, et toute la maison se faisait seulement remarquer par une netteté sans anomalie, fruit d'une restauration, d'une modernisation faite avec beaucoup de goût et d'un parfait entretien. Il téléphona au shérif à Fenham pour qu'il convoque le médecin légiste de Bayborough. Il attendit l'arrivée du premier qui, dès qu'il fut là, insista pour faire prêter serment à 2 des hommes présents afin qu'ils lui servent d'adjoints en attendant l'arrivée du médecin. Le docteur Moraus, sachant que c'est une fumisterie et que futilité que d'avoir affaire aux officiels, ne put retenir un sourire de biais en partant avec le villageois chez qui le fugitif avait trouvé asile. Ils trouvèrent le malade excessivement faible, mais conscient et assez calme. Le docteur Moraus avait promis au shérif d'essayer d'obtenir de lui tous les renseignements possibles et de les lui transmettre ensuite. Il entama donc avec calme et tact une sorte d'interrogatoire. L'autre s'y prêta dans un état d'esprit raisonnable et avec bonne volonté. Le seul obstacle provenait de défaillances de mémoire. Le calme de cet homme devait venir en grande partie d'une providentielle incapacité à se souvenir, car tout ce qu'il put dire, c'était que, se trouvant avec son maître dans le bureau de celui-ci, il avait cru voir la pièce voisine soudainement plongée dans le noir, cette pièce où, depuis plus de 100 ans, la lumière du soleil avait remplacé la demi-obscurité provenant des fenêtres murées. Ce souvenir même, dont il doutait d'ailleurs à moitié, avait gravement secoué ses nerfs déjà à bout, et ce fut avec la plus grande douceur et les plus grandes précautions que le docteur Moraus lui annonça la mort de son maître.
victime de la façon la plus naturelle d'une faiblesse cardiaque imputable à ses terribles blessures de guerre. L'homme fut très éprouvé, car il était d'un grand dévouement pour son maître infirme. Mais il promit de faire preuve de courage et d'amener le corps à Boston, dans la famille de ce dernier, dès que le médecin légiste aurait terminé son enquête de pure forme. Le médecin, après avoir satisfait d'une manière aussi vague que possible la curiosité du maître de la maison et de son épouse, et leur avoir demandé avec insistance de garder le malade avec eux en le tenant éloigné de la maison Tanner jusqu'au moment où il partirait avec le corps, rentra chez lui en tremblant de plus en plus d'énervement. Il allait être enfin libre de lire le manuscrit dactylographié du mort et recueillir au moins un indice sur ce que pouvait être la chose infernale qui avait défié ses sens brisés de la vue et de l'ouïe et pénétré de si désastreuse façon jusqu'à l'intelligence fragile qui rêvait au sein des ténèbres et du silence. Il savait que ce serait une affreuse et terrible lecture, et il ne se hâtait pas de commencer. Non. Il rangea très posément sa voiture dans le garage, se mit à l'aise en endossant une robe de chambre, posa des sédatifs et des fortifiants sur un meuble à côté du fauteuil où il se proposait de s'installer. Même ensuite, il perdit encore visiblement du temps à classer lentement les feuilles dans l'ordre des numéros en évitant de jeter sur leur contenu le moindre regard qui lui aurait permis de comprendre quoi que ce fût. Nous savons tous l'effet que la lecture de ce document produisit sur le docteur Morehouse. Personne d'autre que lui ne l'aurait jamais lu si sa femme ne l'avait pas ramassé 1 heure plus tard, alors que le docteur gisait inerte dans son fauteuil, respirant lourdement et incapable de répondre au coup frappé à sa porte assez fort pour réveiller un pharaon momifié. Bien que tel qu'il est, ce document soit terrible, en particulier dans l'évident changement de style intervenant près de la fin. Nous ne pouvons nous défendre de croire que, pour le médecin versé dans les légendes, il est présenté quelque horreur supplémentaire et surpassant tout le reste, que personne d'autre n'aura jamais l'infortune de ressentir comme lui. Certainement, l'opinion générale à Fenham est que, familiarisé largement avec les radotages des vieilles gens et ayant entendu, dans sa prime jeunesse, les contes que lui narrait son grand-père, il a puisé là une documentation particulière à la lumière de laquelle l'affreux récit de Richard Blake acquiert une signification nouvelle, claire et bouleversante, presque insupportable pour un esprit normal. Cela expliquerait la lenteur avec laquelle il s'est remis, en cette soirée de juin, ses réticences à permettre à sa femme et son fils de lire le manuscrit, la mauvaise grâce singulière avec laquelle il s'est rallié à leur décision de ne pas brûler un document terrifiant mais remarquable, et par-dessus tout la précipitation qu'il mit à faire l'acquisition de la vieille propriété Tanner, détruire la maison à la dynamite, abattre les arbres du marécage jusqu'à une bonne distance de la route. Sur l'ensemble du sujet, il conserve à présent une réserve inflexible, et il est certain que la connaissance de choses
dont il vaut mieux que le monde se passe, disparaîtra avec lui. Le manuscrit, si annexé, a été copié grâce à l'amabilité de Floyd Morehouse, Esquire, fils du médecin. Quelques rares omissions, indiquées par des astérisques, ont été faites dans l'intérêt de la tranquillité d'esprit du public. D'autres sont dues aux incertitudes du texte, lorsque la frappe de l'auteur, qui semblait taper à la vitesse de l'éclair, sombre tout à coup dans l'incohérence ou l'ambiguïté. En 3 endroits, où les lacunes sont assez bien élucidées par le contexte, un travail de rétablissement a été tenté. Du changement de style intervenant vers la fin, il valait mieux ne rien dire. Il est sûrement plausible d'attribuer le phénomène, au point de vue du contenu comme de l'aspect matériel de la dactylographie, aux tourments et aux défaillances d'esprit d'une victime dont les épreuves passées n'étaient rien à côté de celles qu'elle devait maintenant affronter. Des cerveaux plus audacieux sont libres d'apporter leurs propres déductions. Voici donc le document, écrit dans une maison maudite par un cerveau fermé au spectacle et au bruit du monde, abandonné, seul et sans préparation, à la merci et aux moqueries de puissance que nul homme doué de la vue et de l'ouïe n'a jamais affronté. En contradiction avec tout ce que nous connaissons de l'univers à travers la physique, la chimie, la biologie, cela sera classé par un esprit logique parmi les produits étranges de la démence. Une démence communiquée comme par sympathie à l'homme qui à l'époque s'est rué hors de la maison. Et en vérité, c'est ainsi que cela peut très bien être considéré aussi longtemps que le docteur Morehouse observera le même silence. Manuscrit. Des doutes vagues du dernier quart d'heure deviennent maintenant des terreurs bien définies. Pour commencer, je suis tout à fait convaincu qu'il est arrivé quelque chose à Dobbs. Pour la première fois depuis que nous sommes ensemble, il n'a pas répondu à mes appels. Comme mes coups de sonnette répétés étaient restés sans effet, je me suis dit que la sonnette devait être détraquée, mais j'ai frappé sur ma table avec une vigueur capable de réveiller tous les passagers de la barque de Caron. J'ai cru d'abord qu'il s'était échappé de la maison pour respirer un peu d'air pur, car il avait fait une chaleur accablante pendant toute la matinée. Mais cela ne ressemble pas à Dobbs de s'éloigner pendant si longtemps, sans s'assurer d'abord que je n'aurais besoin de rien. Cependant, c'est ce qui s'est passé d'inusité pendant les quelques dernières minutes qui m'a confirmé dans ce soupçon. Son absence était indépendante de sa volonté. C'est le même événement qui me pousse à jeter sur le papier mes impressions et mes conjectures, dans l'espoir que cela suffise à me délivrer d'une appréhension sinistre de tragédie imminente. Bien que je tente de le faire, je ne peux libérer mon esprit de légendes en relation avec cette vieille demeure, simple superstition auxquelles ne peuvent se complaire que des cerveaux atrophiés et pour lesquels je ne gaspillerai pas une pensée. Si seulement Dobbs était là. À travers
les années pendant lesquelles j'ai été coupé du monde que j'ai connu, Dobbs a été mon 6e sens. À présent, pour la première fois depuis que je me trouve dans cet état, je réalise toute l'étendue de mon impotence. C'est Dobbs qui compensait mes yeux qui ne voient pas, mes oreilles inutiles, mon gosiaphone et mes jambes paralysées. Il y a un verre d'eau sur la table de ma machine à écrire. Sans Dobbs pour le remplir quand il sera vide, mon sort sera celui de Tantale. Peu de gens sont venus dans cette maison depuis que nous l'habitons. Il y a peu de choses en commun entre des campagnards bavards et un paralytique qui ne les voit ni ne les entend, qui ne peut pas leur parler. Il peut se passer des jours avant que quelqu'un paraisse. Seul, avec rien d'autre que mes pensées pour me tenir compagnie. Pensées qui n'ont en rien été apaisées par les sensations de ces dernières minutes. Et puis, je n'aime pas ces sensations, car elles transforment de plus en plus de simples racontards de village en imageries fantastiques qui affectent mes émotions d'une manière tout à fait particulière et presque sans précédent. Depuis que j'ai commencé à écrire, il me semble que des heures se sont écoulées. Et je sais qu'il ne peut s'agir que de quelques minutes, car j'ai simplement placé cette nouvelle feuille sur ma machine. L'acte machinal, consistant à mettre le papier en place, si bref qu'il ait été, m'a permis de reprendre contrôle sur moi-même. Je peux peut-être écarter ce sentiment d'approche du danger assez longtemps pour pouvoir raconter ce qui s'est déjà passé. Au début, c'était comme un simple frémissement, un peu semblable au tremblement qui secoue un immeuble d'habitation à bon marché quand un lourd camion frôle le trottoir. Mais cette maison n'est pas construite en matériaux légers. Je suis peut-être hypersensible à de telles choses, et il est possible que je laisse mon imagination me jouer des tours. Mais il me semblait que cet ébranlement était plus accentué juste en face de moi. Et mon fauteuil fait face à l'aile sud-ouest, à l'écart de la route, directement dans la ligne du marécage à l'arrière de la propriété. Bien que cela ait été dû peut-être à une illusion, ce qui suivit ne peut pas être nié. Cela me rappelait les moments où j'ai senti la terre trembler sous mes pieds à la suite de l'éclatement de très gros obus. Des cas où j'ai vu des navires lancés en l'air comme de la balle d'avoine devant la furie d'un typhon. La maison tremblait comme les cendres de Dvegbar, dont la voix est l'écho des forêts, dans les cribles du monde nébuleux de Niflheim. Chaque lame du parquet frissonnait sous mes pieds comme une créature souffrante. Ma machine à écrire tremblait au point que je pouvais imaginer les touches en train de vibrer sous l'effet de la terreur. Un court instant, et c'est terminé. Tout est redevenu aussi calme qu'avant. Trop calme même. Il semble impossible qu'une telle chose puisse se produire et laisse tout exactement dans le même état. Non, pas exactement. Je suis profondément convaincu qu'il est arrivé quelque chose à Dobbs. C'est cette certitude, s'ajoutant à ce calme anormal, qui aggrave la crainte prémonitoire dont je me sens peu à peu envahi. La peur. Oui, bien sûr que j'essaie de me raisonner pour me convaincre qu'il n'y a rien dont on puisse avoir peur. Les critiques ont apprécié et condamné à la fois ma poésie à cause de ce qu'ils appellent ma vive imagination. Dans un moment comme celui-ci, je me déclare de tout cœur d'accord avec ceux qui la disent trop vive. Rien ne peut tourner tellement mal ou bien. De la fumée.
Juste une légère trace de fumée sulfureuse. Mais mes narines très exercées ne peuvent s'y tromper. Si légère, à vrai dire, qu'il m'est impossible de déterminer si elle vient d'une partie de la maison ou si elle passe par la fenêtre de la chambre voisine qui donne sur le marécage. L'impression devient rapidement plus nette. Je suis sûr à présent que cela ne vient pas du dehors. Des visions vagabondes du passé, des décors sinistres d'autres temps défilent devant moi dans une récapitulation stéréoscopique. Une usine en feu, des cris hystériques de femmes terrifiées, emprisonnées par des murs de flammes. Une école incendiée, des cris pitoyables d'enfants pris au piège, des escaliers qui s'effondrent, un théâtre qui brûle. Babel frénétique de gens pris de panique, se battant pour se libérer par-dessus des planches qui s'écroulent. Et planant sur le tout d'impénétrables nuages de fumée noire, nocive, malfaisante qui pollue le ciel paisible. L'air de la chambre est saturé de vagues épaisses, lourdes, suffocantes. À chaque instant, je m'attends à sentir les flammes brûlantes lécher avec avidité mes jambes inutiles. Les yeux me piquent, mes oreilles bourdonnent. Je tousse, je m'étouffe en essayant de libérer mes poumons des fumées âcres comme l'éther, rappelant l'odeur de l'ocype. De la fumée, comme il ne s'en trouve qu'associée aux épouvantables catastrophes. Fumée caustique, puante, méphitique, à travers laquelle filtre une abominable odeur de chair brûlée. Une fois de plus, je me trouve seul en face de ce calme de mauvais augure. La brise bienvenue qui caresse mes joues fait rapidement renaître mon courage évanoui. Cela est clair. La maison ne peut pas être en feu, car le moindre vestige de cette fumée torturante a disparu. Je ne peux en déceler la moindre trace, bien qu'ayant reniflé comme un chien de chasse. Je commence à me demander si je ne deviens pas fou. Si ces années de solitude ne m'ont pas détraqué l'esprit. Mais le phénomène a été trop net pour me permettre de le ranger au nombre des simples hallucinations. Fou ou pas fou, je ne peux concevoir ces choses que comme réelles. Et dès l'instant où je les catalogue ainsi, je ne peux aboutir qu'à la seule conclusion logique. En elle-même, la conclusion suffit à bouleverser votre stabilité mentale. L'admettre, c'est reconnaître la vérité des rumeurs superstitieuses que Dobbs a recueillies des villageois et a transcrites pour permettre à mes doigts sensibles de les lire. Racontard sans substance, que mon esprit matérialiste condamne instinctivement comme insanité. Je voudrais que cessent ces bourdonnements d'oreilles. C'est comme si des musiciens fantômes jouaient un duo de tambours sur mes tympans torturés. Je suppose que c'est simplement une réaction aux sensations de suffocation que je viens de connaître. Encore quelques bouffées profondes de cet air rafraîchissant. Quelque chose. Il y a quelque chose dans la chambre. Je suis aussi sûr de ne plus être seul que si je pouvais vérifier de mes yeux cette présence que je sens d'une manière tellement infaillible. C'est une impression tout à fait semblable à celle que j'ai eue en jouant d'écoute pour me frayer un passage dans une rue envahie par la cohue. La notion précise que des yeux me distinguent du reste de la foule en me lançant un regard assez intense pour impressionner mon attention subconsciente. La même sensation, mais multipliée par 1000. Qui cela peut-il être ? Qu'est-ce que cela peut être ?
Après tout, mes craintes sont peut-être sans fondement. Cela veut peut-être dire simplement que Dobbs est de retour. Non, ce n'est pas Dobbs. Comme je m'y attendais, le tam-tam a cessé dans mes oreilles et un faible chuchotement a attiré mon attention. La signification irrésistible de la chose vient juste de s'enregistrer dans mon cerveau désorienté. Je peux entendre. Ce n'est pas une seule voix chuchotante, mais beaucoup. Des bourdonnements lascifs de mouches à viande, des vrombissements sataniques d'abeilles libidineuses, sifflements sibilants de reptiles obscènes, chœurs de chuchotements qu'aucun gosier humain ne pourrait chanter. Cela augmente de volume. La chambre résonne de chants démoniaques, discordants, monotones et grotesquement sinistres. Un chœur diabolique, répétant des litanies impies, péant de souffrances méphistophiliques accordées sur la musique des âmes gémissantes. Un hideux crescendo de pandémonium païen. Les voix qui m'entourent s'approchent de plus en plus de mon fauteuil. Le chant s'est arrêté brusquement et le chuchotement s'est transformé en son intelligible. Je me torture les oreilles pour distinguer les mots. Plus près. Et encore plus près. Ils sont clairs à présent. Trop clairs. Il eût mieux valu avoir mes oreilles bloquées à jamais, plutôt que d'être obligé d'entendre leurs empathiques discours infernaux. Révélations impies, de saturnales avilissantes pour l'âme. Imagination vampiresque de débauches dévastatrices. Corruption profane, d'orgie kabirienne. Menaces maléfiques, de punitions inimaginables. Il fait froid. Un froid qui n'est pas de saison. Comme inspiré par les présences démoniaques qui me persécutent, la brise si amicale il y a quelques minutes siffle maintenant avec fureur à mes oreilles. Un vent glacé arrive avec force du marécage et me refroidit jusqu'à l'os. Si Dobbs m'a abandonné, je ne l'en blâme pas. Je ne prends pas la défense de la lâcheté ni de la poltronnerie, mais il y a des choses. J'espère seulement que son sort n'a été en rien pire que le fait d'être parti à temps. Mon dernier doute s'en est allé. Je suis doublement content à présent de m'être cramponné à cette décision d'écrire mes impressions. Non pas que je m'attende à ce que qui que ce soit me comprenne ou me croie. Cela a été un soulagement à la tension affolante résultant de cette attente de chaque nouvelle manifestation d'anomalie psychique, sans rien pouvoir faire. À mon point de vue, il n'y a que 3 parties à prendre. Fuir cet endroit maudit et passer les années torturantes qui s'étendent devant moi à essayer d'oublier. Mais fuir, ça je ne le peux pas. Consentir à une abominable alliance avec des forces si malignes que pour elle, le Tartare ressemblerait à une antichambre du paradis. Mais je ne consentirai pas. Mourir. J'aimerais beaucoup mieux que mon corps soit écartelé membre par membre, plutôt que de contaminer mon âme dans un troc barbare avec de tels émissaires de Bélial. Il m'a fallu arrêter un moment pour souffler sur mes doigts. La chambre est froide, du froid fétide de la tombe. Un engourdissement apaisant m'envahit. Je dois secouer cette lassitude. Elle mine ma détermination de mourir, plutôt que de céder aux sollicitations insidieuses.
Je jure à nouveau de résister jusqu'à la fin. Cette fin qui, je le sais, ne peut plus être bien loin. Le vent est plus glacé que jamais, si cela est possible. Un vent chargé de la puanteur des choses mort-vivantes. Oh, Dieu miséricordieux qui m'a pris la vue! Un vent si froid qu'il brûle là où il devrait glacer. Il s'est transformé en sirocco brûlant. Des doigts invisibles m'agrippent. Des doigts de fantômes qui n'ont pas la force de m'arracher à ma machine. Des doigts glacés qui m'entraînent dans l'infâme tourbillon du vice. Doigts de démons qui m'attirent dans la fausse d'aisance de l'éternelle iniquité pour m'y faire sombrer. Des doigts de mort qui me coupent la respiration et font sentir à mes yeux aveugles qu'ils doivent brûler de douleur. Poings glacés pressant mes tempes. Protubérances dures, osseuses, semblables à des cornes. Le souffle boréal d'un être mort depuis longtemps baise mes lèvres fiévreuses et brûle ma gorge brûlante d'une flamme gelée. Il fait noir. Ce ne sont pas les ténèbres de longues années de cécité, l'impénétrable obscurité de la nuit où plonge le péché, la noirceur de poids du purgatoire. Je vois, spes mea Christus. C'est la fin. Il est impossible à une intelligence mortelle de résister à une force qui dépasse l'imagination. Il n'est pas possible à un esprit immortel de conquérir ce qui a sondé les profondeurs et fait de l'immortalité un passage. La fin ? Non, ce n'est que le bienheureux commencement.